analystes sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous allons parler de deux grands sujets. Le premier sujet, nous allons parler de la fosse commune. Eh bien, tout ce qui se parle autour de cette fosse commune, les interventions des uns, les émissions des autres, on n'en sait plus où en venir, mais nous allons discuter. Et le deuxième sujet, nous allons parler du processus électoral. Alors, comme on l'a toujours fait à la coutume, la première question, mais qui prend la main? Je suis là. Voilà, Monsieur Serge Kabongo, je rappelle que vous êtes présentateur de kiosque sur la chaîne Canal Congo Télévision. Exactement. Alors nous commençons avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire de la fosse commune qui a fait parler d'elle? Donc, un clin d'œil aux confrères. Avant de parler des autres, on parle d'abord de nous-mêmes. Mike Mkebai, les confrères, qui totalisent aujourd'hui plus de 245 jours en détention. Il y a aussi des confrères de Canal Kin et de RTCE, et nous ne vous oublierons pas. Je trouve que l'histoire, pour entrer directement dans les vues de notre sujet, risque de se récréer avec cette histoire de, je sais pas moi, la guerre sémantique tout autour de ces charniers, enterrements communs ou soit encore sépulcre commun, sépulcre commun, je ne sais pas moi. Mais je trouve que on a vécu ça vers les années 90, à l'époque, Lititimboka, Mobutu à Lubumbashi. Comment est-ce que l'Occident, avec l'opposition à l'époque, en ligne de mire, l'actuel ministre Lambert Mende, ils avaient calomnié le régime Mobutu, ils avaient mis à genoux le régime du feu maréchal. Alors aujourd'hui, l'histoire s'est récréée, mais je vois plutôt la question au niveau de l'aspect communicationnel. Comment est-ce que cette question a été gérée d'une manière communicationnelle? Parce que c'est vrai qu'on parle trop politique. Il y a des uns qui expliquent comment c'est arrivé. Et il y a encore des suspicions légitimes, mais je vois plutôt la question au niveau de la communication, comment le gouvernement a géré cette question. Tout est parti, vous le savez, d'une dénonciation de la population, cette population de Maluku qui a dénoncé, et vous savez, la population dénonce, elle informe plutôt la MONUSCO au lieu d'informer la police qui est plus proche. Là, déjà, sur le plan de la communication, je trouve qu'il y a rupture de crise de confiance. Exactement, aussi, entre la population et les institutions, et la police, plus exactement. Et la MONUSCO qui en parle, on vient, la question est justement traitée au niveau de l'Assemblée. Vous savez, tout un gouvernement avec deux ministres qui se rentrent dedans. Le vice-premier s'est dit ouvrable aux enquêtes, même à l'exhumation, et son collègue porte-parole, la mère Mende, il dit niet. Donc deux ministres du même gouvernement qui émettent des sons de cloche d'une manière discordante. Donc vous savez, c'est une question qui risque d'éclabousser les gouvernements, je dirais mieux d'éclabousser les régimes, mais aussi je pense qu'il faut gérer cette question avec beaucoup de dextérité, parce qu'il faut voir derrière cette question-là qui est-ce qu'on est en train de chercher. N'est-ce pas qu'on veut faire du régime actuel ce qu'on a fait hier au régime Mobutu? Voilà, Monsieur Serge Kabongo. Alors, Harold Badibanga, vous êtes acteur politique, que nous vous posons la même question. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de la fosse commune? Ça nous inspire, je préfère être direct par rapport à ta question, ça nous inspire le rôle que l'impérialiste joue dans les pays dits du tiers-monde. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec un régime, pour des raisons bien évidentes, surtout les régimes qui protègent les intérêts de la population, on lui cherche des coups sur la tête. Je comprends pourquoi mon cher ami Serge Kabongo n'est pas allé au fond de l'affaire Lititimboka, qui n'avait rien à voir avec l'assassinat d'un millier d'étudiants à l'époque, mais aujourd'hui, feu Koyagialo est allé avec une tache noire dans sa tombe. Heureusement qu'il y a des patriotes comme nous qui s'évertuent à démontrer qu'il n'y avait rien de ce qui a été raconté à l'époque. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de nuances ou de guerre de mots, il s'agit de termes. C'est lesquels? Lorsqu'on parle d'une fosse commune, il s'agit d'un assassinat collectif qui ne répond pas aux normes, et pour dissimuler, faire disparaître les traces, on creuse un trou, on jette les corps dedans pour que aucune trace ne se fasse voir. C'est ce qu'on appelle fosse commune. Et le cas échéant, il ne s'agit pas d'une fosse commune, il s'agit d'une tombe commune. Non plus d'un sépulcre commun.
sépulcre, je parle de la tombe commune. Exactement. Pourquoi? Parce que il y a eu des preuves que cet enterrement a tenu compte de toutes les conditions normales requises pour des indigènes. Sans information, sans communication, sans publicité, sans appel. On va informer à qui? À la population, bien sûr. À la population, c'est-à-dire... Mais parce qu'on le fait déjà maintenant, monsieur Harold. On le fait maintenant. On a promis la publicité pour les prochains enterrements. Il se pose un problème. Les indigènes n'existent plus. La notion d'indigence. Non. Là, il s'agit de la prérogative qu'a un État en démocratie de nourrir ses concitoyens qui manquent quelque chose. Mais il ne s'agit pas, en ce cas de spécificité, de quelqu'un qui se présente à un hôpital abandonné par sa famille. L'État congolais fait réellement ce que tu demandes en l'enterrant. De quelle manière? Dans un sépulcre, en cercueil. Voilà. Okay, alors, monsieur. Alors, donc, il faut que l'on soit clair par rapport à ça. Vous avez la parole. Vous rectifiez en une minute ou deux. Il faut faire attention pour qu'on passe à autre chose. Harold dit, il faut craindre un peu ces nationalismes béants, parce que c'est vrai qu'on est souverain, on est tout. Il faut faire attention parce que je ne mérite pas qu'ici demain ou après-demain, les dirigeants de mon pays puissent subir ce que Mobutu a subi hier. Les embargos, interdiction de voyager, ceci, cela, saisie des biens en Europe. Il faut craindre cela parce qu'on peut aller de négation en négation. Je pense que Harold sera d'accord avec moi sur cette question. On peut aller de négation en négation. On peut beau dire, on peut beau crier, on peut beau s'énerver comme le ministre porte-parole le fait, mais il faut faire attention. L'Occident, c'est lui, parce que quand vous allez faire votre rapport bâclé, est-ce que c'est ce que ce monsieur petit blanc, comme Harold le dit, il va dire quand lui il va faire son rapport, Scott Campbell, machin, Crisis Group et Human Rights Watch, les conseils de sécurité ne va pas tenir compte de votre des conclusions de votre enquête. Les conseils de sécurité tiendra compte des conclusions de Human Rights Watch et du bureau conjoint. Croyez-vous à la souveraineté de votre pays? C'est pourquoi je dis, il ne faudrait pas que l'on crie sur tout le toit, souveraineté. Faudrait-il encore que nous puissions avoir les moyens d'éprouver à la face du monde cette souveraineté. Merci. De deux, je vais terminer par là. Terminons pour passer à autre chose. Il faut faire beaucoup d'attention. Aujourd'hui, quand on fait, vous savez, il y a toute une action. C'est pourquoi je plaire aujourd'hui. Paix à son âme, M. Koyagalo, lui, Alphonse Bassete Guéringo. S'il était là, il allait ne fût-ce que conseiller à ses pairs de la majorité, leur donner ne fût-ce que des conseils, comment lui, à l'époque, il a géré cette question. Voilà. Vous faites une communication de, comment on appelle ça, une communication de crise, vous appelez des gens à une journée porte ouverte à la morgue. Attention, une journée porte ouverte en communication s'inscrit dans la logique des RP, des actions relations publiques. Mais on ne fait pas une action relations publiques pendant un moment de crise. Merci Il faut faire attention. Ou soit nous ne savons pas ce que nous... Comme Serge, qui ont peur d'affirmer qu'ils sont des Congolais face à des situations comme celle-là. On ne sent pas ces élections. Qu'est-ce qui se passe? On ne les sent Ces pas. élections, on ne les sentira pas avec une classe politique qui ne s'était pas préparé à les affronter. Mon cher ami, comment expliquer ce revirement à 90 degrés? Des gens qui avaient toujours réclamé ceci ou cela dans les conclaves de Fatima, dans le conclave de Limete. À Kingakati. Non, à Kingakati. Non, allez-y, je vous protège. Vous avez cité. Il m'aide. À Kingakati, on n'avait rien réclamé. À Kingakati, on s'est engagé plutôt à aller aux élections. Mais ceux qui réclamaient ont commencé à se dédire. Voilà pourquoi je dis que s'il n'y a pas engouement, c'est parce que d'aucuns pensaient qu'il n'y aura pas élection. D'aucuns pensaient que comme le Parlement a joué sa partition en disponibilisant la loi électorale et que la CENI n'allait pas jouer la sienne parce que le gouvernement de la République n'allait pas jouer la sienne en donnant de moyens. Et aussi, il y a des gens qui ont toujours eu peur d'affronter le souverain primaire. Les gens qui justifient cette... Des politiciens en mal de positionnement qui pensent que pour être au pouvoir, il faut toujours y aller par des combines, des dialogues. Mais maintenant, ils sont pris à coup, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Donc, le Congrès national congolais est prêt, lui. Il s'est préparé. On va arriver avec le Congrès national, c'est le porte-parole. Là, on va arriver. Alors, Serge Kabourou, c'est vrai.
on ne sent pas ça comme avant, comme en 2006, comme en 2011. Ça faisait parler de ça, mais là, maintenant, on ne sent plus rien. Oui, 2011 ne peut pas se ressembler en 2015, non plus en 2006. Hein. Est-ce que les gens ont perdu confiance Moi, je trouve, contrairement à ce qu'Harold pense, s'il résume la communication au simple fait de conférences de presse, je comprends, c'est un juriste, c'est vraiment un novice dans le domaine. La communication ne se résume pas aux simples conférences de presse à la RTNC. La communication, c'est un ensemble, c'est toute une politique qui se conçoit. Bref, je vais revenir sur le processus électoral. Merci de revenir. Vous savez, je vais un peu considérer ça comme une rentrée scolaire. C'est tout à fait normal. On a été à l'université. Quand vous allez les premiers jours à l'IFASIC ou soit encore à l'UNIKIN, là où Harold a étudié, les étudiants ne viennent pas aussi nombreux les premiers jours. Donc c'est une rentrée. Et parlons d'une rentrée timide, nous allons peut-être voir l'évolution au fur et à mesure. Mais sinon, il y a des problèmes qui méritent d'être posés par rapport même au calendrier que je qualifiais de diabolique et d'anticonstitutionnel de la CENI. Vous avez même suivi ce week-end le vice-premier à l'intérieur, le professeur Bouchave, devra pouvoir répondre aux questions orales avec débat du député Lutundoula sur cette question du calendrier, non pas en ce qui concerne le calendrier parce que c'est malou, mais les questions liées à la législation qui devraient aussi aider la CENI à pouvoir organiser les élections. Je m'en vais vous rappeler, Christian, quelques éléments qui fondent un peu les doutes, les scepticismes dans l'opinion. Je lis rapidement le fait que la CENI, pour organiser les élections, moi j'ai toujours appelé ces élections de tout le vœu, la CENI a les pouvoirs d'organiser. La CENI, nulle part, ni dans la Constitution, ni dans les règlements intérieurs à la CENI, donc la loi qui la régit, on donne le pouvoir à Malou ni aux autres là, de pouvoir exclure une frange de la population d'exercer leurs droits civiques. J'ai dit ça pourquoi? Parce que la CENI exclut d'office tous ces Congolais là, en âge de voter, qui ont déjà plus de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ceux-là qui ne s'étaient pas fait enrôler en 2011, qui avaient 17 ans, aujourd'hui, ils en ont combien? Ils en ont plus de 22 ans, 21, 22 ans. Au nom de quoi ces gens-là ne doivent pas voter? Ça, je vais évoquer l'article 5 de la Constitution. Ça, déjà, c'est une inconstitutionnalité de ce calendrier des Malou. Je prends le deuxième aspect, au niveau de loi, les textes de loi. Vous savez que le texte de loi sur la répartition des sièges devrait déjà, selon le calendrier de la CENI, être adopté depuis le 5 avril 2015. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Ce n'est pas chose faite. Ce sont des questions comme ça qui méritent d'être posées et pour lesquelles il faut un débat national. Voilà. C'est ça le donc problème. Vous faites allusion au Congrès. Vous faites allusion à une sorte de... Non. On doit se le dire. C'est entre nous Congolais. Vous savez, les élections ne constituent pas une panacée. Voilà. Les élections ne viennent pas résoudre tous les problèmes d'une société. Les élections ne viennent que comme un élément dans la marche d'une république, dans la marche d'une démocratie. Alors, et les gens ne doivent pas mourir. Nous ne voulons pas que Malou demain, parce qu'il a déjà l'expérience, nous ne voulons pas qu'il puisse rééditer l'expérience de 2006, d'aller proclamer les résultats dans un char de combat. On n'en a pas besoin, monsieur. Je reviendrai avec vous, Serge Kabongo. Alors, Harold Badibanga, c'est vrai, est-ce que le lien de légitimité entre les mandants et les mandataires n'est pas rompu finalement? Parce que ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ne vont pas se retrouver dans leur mandataire présentement. Mon cher ami, il s'agit de dilatoire. Les liens de légitimité est un dilatoire. Attendez, ne m'embrouille pas parce que quand il parle, tu lui laisses tout le temps. Il se victimise pour rien. Je dis qu'il s'agit de dilatoire. Je connais Serge Kabongo de fond en comble. Lorsqu'il est convaincu de ce qu'il dit, en tout cas, il est à l'aise. J'ai vu mon cher ami souffrir. Et quand il me fixe, il se rend compte que je me rends compte qu'il souffre, il se met à rire. C'est pour dire que, d'entrée de jeu, Harold Badibanga a plus de 10 ans dans le métier de journaliste. Il n'est pas novice. Il suffit de faire un tour à travers le monde et même dans l'histoire de la communication que lui a faite pour se rendre compte que les meilleurs journalistes au monde n'ont pas fait la communication. Très bien. Ça, c'est de 1. Très bien. De 2, je suis en train, moi, Harold Badibanga, de lui dire qu'en dehors du droit, j'ai fait la philosophie. On ne parle pas de nos vies. Tout est communication. Je réponds, c'est très important. Répondez, s'il vous plaît. Tout est communication. Il est côté langage. Et donc,
il faut comprendre qu'il n'y a pas de nos expériences à revendre en matière de journalisme. Allez-y, alors vous allez bien les vendre dans un marché beaucoup plus approprié. Je reviens par rapport à cette question pour dire qu'il s'agit de dilatoire, parce que, certes, il y a un problème. Aucun Congolais ne peut être privé de son droit civique d'être électeur ou éligible. Mais il se pose un problème. La pression qui a été faite par les amis de Kabongo et même lui-même par rapport aux intentions jugées de Kabila et de la majorité de se pérenniser au pouvoir. Christian, regardons-nous bien. C'est pas, je demande que Kabongo me regarde. Si on n'avait pas priorisé ce calendrier pour que sur les 70 millions de Congolais déjà identifiés, qu'on aille au vote avec cela, mais la minime partie, peut-être 30% ou 5% de ceux qui votent, ne votent pas pour que l'on ne donne pas les arguments à ceux qui sont en face de moi pour qu'ils créent la catastrophe. Ils seraient venus dire quoi? Ceux-là même qui ne votent pas ne sont pas représentatifs. On doit aller aux élections avec le fichier. C'est l'opposition qui a dit, hein? On doit aller aux élections avec le fichier de 2011. Vous brisez le pacte de légitimité. Le pacte n'est pas brisé. Il s'agit de voir le priorisable, le prioriser au lieu de voir le subsidiaire. C'est quoi le priorisable ici? C'est vider l'argument de Kabongo et de ses amis, de penser que si ça tarde un peu, c'est parce que Kabila et la majorité veulent se pérenniser au pouvoir au-delà de 2016. Ça, c'est de 1. Cette histoire n'est pas sortie de la bouche d'Harold Badi Banga. Elle est sortie de la bouche de Kabongo et de ses amis. Alors, donc, c'est pour dire quoi? Et eux et nous sommes obligés de faire de la communication responsable. Je le rejoins quand il dit les élections ne sont pas une panacée, nous ne devons pas brûler le pays. La meilleure façon de ne pas brûler le pays par rapport à ça, c'est que eux et nous devons aller auprès de ceux qui sont privés du droit de vote pour leur dire qu'ils ne sont pas une représentativité par rapport à l'ensemble qui va voter. Ils peuvent se reposer, qu'on aille aux élections avec les autres pour éviter le chaos qu'eux ont voulu. Je vous réserve la réplique, Serge Kabongo, vous aurez le temps, parce qu'on va terminer. Vous avez peut-être 4 petites minutes pour répondre à cette grande question que je vais vous poser. Et Harold Badi Banga va intervenir. Je crois que la Constitution garantit à une fraction de la population, estimée à 100 000 personnes, de remettre en cause la Constitution et même de la réviser. Mais là, nous allons à plus de 10 millions de personnes qu'on va exclure, finalement, ce qui fait au moins 10 fois plus. Parce que ceux qui avaient 16 ans, ceux qui avaient 15 ans, aujourd'hui, ils sont à la hauteur de 10 millions selon certaines enquêtes prouvées par la communauté internationale. Est-ce que nous ne pensons pas que nous partons un peu plus loin et que nous versons dans ce qu'on appelle non seulement l'inconstitutionnalité, mais aussi l'illégitimité? Mais Christian, vous avez même vidé la matière. Vous avez tout dit. C'est clair même comme l'eau de roche. Vous savez, en 2006, la CENI des tristes mémoires des Malou Malou et autres avait enrôlé au moins 25 millions d'électeurs. Ça, c'était en 2006. On arrive en 2011. Je parle avec chiffres à l'appui. Je ne parle pas comme Badi Banga en l'air. On arrive en 2011. Soyez élégant dans vos la CENI, oui, c'est mon ami en privé. Il n'a jamais été élégant. Il faut le comprendre. En 2011, Ngoï Mulunda et autres ont enrôlé plus de 32 millions de lecteurs. Donc vous avez déjà l'écart de près de 6 millions de lecteurs. Mais je me dis, s'il faut pousser la logique, de 2011 en 2016 ou 2015, en 2017... Pas 2015, non. On parle ok, de 2011 en 2015, ça fait 4 ans. Si je vais aller dans ces raisonnements-là, donc on aura au moins 7 à 8 millions de Congolais qui seront exclus. Vous savez, Joseph Kabila qui a été élu à l'unique tour en 2011, il a été élu avec combien de voix? Vous pensez que quelqu'un qui est candidat président de la République, s'il a déjà avec lui plus de 8 millions de Congolais votés, vous pensez qu'il ne peut pas se prévaloir de cette base? Je voulais bien ça les problèmes. Je sais qu'il n'y a pas assez de temps, oui, mais je trouve
on ne devrait pas se battre pour cette question. Il faut un débat. Il faut qu'on accepte. On est républicain pour ça. Ce sont des questions qui touchent à la vie de la société, qui touchent à la vie de la République. Il faut qu'on en parle. Il faut que nous puissions faire des consensus et peut-être pas des compromissions, mais faire des compromis. Je vous invite à un nouveau numéro de duel. On va encore revenir. Alors, moi, je ne sais pas, je n'irai pas par le dos de la cuillère comme mon ami Serge Kabongo qui a manqué à dire. Vous comprendrez tout de suite qu'il s'est perdu. Parce que l'idée au fond de Serge Kabongo, c'est le dialogue. Mais je lui dis que le dialogue est un agent pacificateur de conflits interhumains. On doit dialoguer, mais pas entamer l'ordre électoral. Voilà. Je dis que les 6 millions dont question sont de très loin minimes par rapport aux 70 millions. Faudra-t-il embraser le pays, ne pas aller aux élections pour lui donner raison, lui et ses amis qui disaient que Kabila ne veut pas aller aux élections parce qu'il veut aller au-delà de 2016. Merci nous devons communiquer, eux et nous, pour dire à ceux-là qui ne sont pas plus des Congolais que les 70 millions. Nous allons terminer. Allons aux élections, ne craignez pas d'affronter le peuple. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui, même s'ils se présentent comme des candidats députés provinciaux à Guémera, ne seront pas Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'en est fini pour ce grand débat. Nous allons, avec votre permission, mesdames et messieurs, recevoir encore une fois ces deux analystes pour qu'ils reviennent parler cette fois-ci, encore une fois, des élections. Comme on l'a toujours dit, merci de nous avoir suivis, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.